Bonjour, bonjour et merci d'être là, amis téléspectateurs. Donc hier, dans ce même plateau, nous parlions déjà du départ vraiment qui a attristé toute la famille artistique, celui justement de l'icône du cinéma et du théâtre, Ahmed Benaïssa. Aujourd'hui encore, la famille artistique se trouve endeuillée par le départ d'une des doyennes du théâtre algérien et du cinéma. Il s'agit de Chafia Boudra qui a tiré également sa révérence hier à l'âge de 92 ans. Nous reviendrons sur le parcours de cette figure emblématique du cinéma algérien, celle qui a incarné le rôle de Lella Aini, rappelez-vous, dans la célèbre série de Mustapha Badia, Lella Aini. Allah yarhamha wa yussa aliha. Donc tout à l'heure, retour sur le parcours de cette personnalité emblématique avec Amir Nebesh, notre collègue spécialisé dans le cinéma à travers ses émissions. Donc aujourd'hui aussi, nous aurons le plaisir de retrouver Monsieur Sid Ahmed Zarrouki, qui est commissaire du Salon national de la formation professionnelle. Nous parlerons donc avec lui de la 15e édition qui aura lieu au Centre international des conventions du 24 au 26 du mois en cours. Et nous parlerons également de ces examens qui vraiment arrivent à grands pas, donc les examens de baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen avec l'inspecteur central du ministère de l'Éducation. Nous évoquerons avec lui les détails de la programmation de ces examens. Et dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de recevoir le maître national de jeux d'échecs, Lies Yala, pour parler justement de sa dernière performance à Madagascar, où il s'est surpassé. Il a battu son propre record de simultané d'échecs. Et bien sûr, nous retrouverons nos amis Soumeya Zerouali et Siham Kenouch, respectivement, pour parler de la ville d'Oran et aussi de jeux traditionnels. C'est l'essentiel un peu de cette matinale. N'oublions pas aussi que nous recevons une expatriée qui vient nous parler de sa nouvelle expérience d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, et j'ai nommé là Aziza Hawar. Tout de suite, mesdames, messieurs, je vous propose d'abord un point météo avant de développer l'ensemble de ces thématiques. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Voilà, on est entré de plein pied au printemps et j'imagine un peu ce que disent les cadres. Ah non, j'ai des surprises là. Ouais. Que disent donc les cartes aujourd'hui? Allez-y. Eh bien, on aura un petit repli de la chaleur, mais plus près des côtes. Mais par contre, vers l'intérieur, on aura toujours un temps relativement chaud. Et pour aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume matinale près des côtes, d'ouest en est, puis le ciel restera bien ensoleillé tout au long de la journée. Par contre, les hauts plateaux ouest, centre et est, eh bien, on aura des formations cumuliformes accompagnées d'orages qui peuvent engendrer quelques pluies vers les hauts plateaux ouest et centre, et aussi parfois accompagnées de grêles vers ces régions. La moitié sud, une tendance orageuse sur le nord de Béchar, avec un ciel passagèrement nuageux à Tindouf et Béchar. Également quelques pluies parfois sous forme d'averses vers l'extrême sud, le Egart Tassili et le nord du Sahara oriental, avec toujours des foyers orageux. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer sur le nord Sahara, les oasis et le Sahara central. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum toutefois de 38 degrés à Constantine, 37 à Rolisane, 36 degrés à Batna, 32 Tizi Ouzou également à Djelfa, 33 degrés du côté d'Alger, 30 à Annaba, également à Al-Beyod, 34 à Oran, Tlemcen, au sud 37 degrés à Gardaya, 36 Tamanrasset, Janet, 39 vers Béchar et Biskra, 41 Elizi, 42 Insalah également In Gazam, 43 Adrar, Borj Beji Mourtal, et le maximum cette fois-ci à Tindouf avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes ouest, mais peu agitée sur les côtes centre et est. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et est, et seront de secteur sud-ouest sur les côtes ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes est, et 20 à 30 km/h sur les côtes centre, et les vents seront de secteur ouest. Et on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h54. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie, et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا
نصنع المستقبل. Mille merci pour ces informations combien merci. précieuses, Amal Haribi. C'est gentil. Passez une excellente journée Merci vous-même. Nadia, excellente journée. Voilà, tous ceux qui viennent de nous rejoindre tout de suite, un morceau où vraiment le shabi et le jazz font bon ménage, c'est le groupe Azawan qui interprète cette composition. Un morceau du groupe Azawan et tout de suite Siam Kednouch va nous emmener plutôt dans le domaine des jeux. Oui, bonjour, Bonjour, ça va, ça va. ça va très Ah bien. bah, alhamdoulilah, je suis contente, je suis heureuse. Alhamdoulilah. Les jeux, Oui, vous avez joué quand vous étiez petite? beaucoup. Ah, quoi. Plein de jeux en fait. Bon, aujourd'hui, nous parlons de jeux de société, nous parlons Tout passé, tout n'est-ce passé. pas, Ouais, voilà, ouais. de jeux un petit peu high-tech. Mais il faut dire qu'il y a 3-4 générations, il n'y avait pas de jeux high-tech à quoi en jouer. Donc, il y a, bien sûr, il faut distinguer entre deux sortes de jeux. Des jeux qui se faisaient ou qui se jouaient en pleine campagne et d'autres jeux qui se jouaient en ville. Bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y a eu des jouets avec lesquels on jouait et chaque jouet avait sa saison. Donc il y avait la période de la toupie, Zarbot, je ne sais Oui, pas si tu oui, tu bien connais un sûr, peu, on a voilà. joué. Alors, il y avait la période de la toupie, au début de l'année scolaire, il y avait la période des billes, après il y avait la période du cerceau, par exemple. Et il y avait, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait des jeux pour les garçons et des jeux pour les Pour les filles. filles. Pour les filles, il y avait l'incontournable poupée. Elle ne marchait pas, elle ne parlait pas, ce n'était pas encore une poupée robot, mais on l'a façonnée même, on l'a fabriquée par ses propres moyens. Donc on mettait deux bâtonnets qui étaient comme ça, et puis on essayait de mettre dessus des chiffons, du coton, avec Ah, ça remonte à très loin ça. et ça remonte à très... Non, mais vous savez que je suis arrivée à cette époque parce qu'à l'école primaire, je me souviens que Oui, oui, dans les non, c'est travaux vrai, les manuels, bricolages, nous on l'a avons fait. fabriqué Tout à fait. notre propre poupée. Donc, c'est un savoir-faire qui était toujours là. Donc, C'était très sympa et mais ça avant- développe l'imaginaire en tout cas. imaginez qu'il n'y avait pas de cerceau, qu'il n'y avait pas de Il y avait de la toupie. marelle. La marelle, c'est assez Les récent. cordes. Moi, j'ai envie de parler avant bien de la avant. corde, avant la marelle, avant le cerceau, le roulement, avant le chat. Avant tout ça. Avant tout ça, qu'est-ce qu'il Il y y avait avait? les osselets. Il y avait les osselets. Par Alors, exemple. les osselets, par exemple, c'est un très très ancien jeu qui vient du pays de Sumer, c'est-à-dire c'est chez les Sumériens qui ont inventé ce jeu. À l'origine, c'était un jeu divinatoire. C'était d'accord. un jeu divinatoire. Je suis dans le cadre, je suis dans Ouais, les ouais, osselets. On Oui, devinait voir un peu certaines le situations. destin. On devinait certaines situations à travers les pièces ou à travers ces petits morceaux d'os donc, qui tombaient comme ça et avec lesquels on pouvait voir certaines peu comme choses les qui runes. arrivaient. Un peu, voilà. Vous voyez? Donc c'était un jeu divinatoire qui Qui s'est développé Qui s'est en développé. jeu traditionnel tout simplement. donc un jeu divinatoire
il s'est développé en un jeu, puis il y avait le ramasser, etc. Et le keuf maintenant, c'était extraordinaire. Je vais m'y mettre bientôt, je veux comme les osselets, comme ça. Allez, en direct, Allez. qui c'est qui gagne? Oui. Alors, à côté des osselets, si on va parler de jeux à la naturelle, surtout en campagne, plus tard en ville, il y avait les noyaux. Oui, les noyaux et puis le qrida, les cailloux. Bah oui, parce que les osselets, en fait, quand il n'y avait pas d'os, on utilisait petits des cailloux. cailloux, et on utilisait des petits galets de la plage. Voilà. Donc, mais il y a aussi, donc, comme je le disais, je perds mon français. On parlait des noyaux, les Non, mais noyaux Des noyaux. Les noyaux, on est en pleine saison, donc voilà. Parce qu'en fait, il faut le prononcer comme ça. Des noyaux, d'accord. Et on mettait 3 et un quatrième par-dessus, puis on tirait. Un monticule. Et c'était super bien parce que ça intéressait les garçons surtout. Mais les filles aussi se donnaient un cœur joie. Hein, vous savez, c'était facile à quelque jouer chose- surtout. C'était facile à jouer et c'était très très pratique. Alors, dans les zones rurales, il y avait une sorte de jeu de dames qu'on jouait à même le sol ou à même le sable. On trouait des trous et on utilisait donc simple caillou. un caillou peut-être ou Un bouchon de gland, bouteille. voilà. Et on jouait, c'est comme un jeu de dames, ça avait ses règles, ça avait ses lois et on jouait d'une certaine manière et non pas d'une autre. On restait des heures et des heures en train de jouer ce jeu. Donc c'était quelque chose. Ça, c'est un jeu de société. Vous voyez, c'est un jeu qui réunissait beaucoup de monde, mais c'était plus un jeu d'hommes qu'un jeu de femmes. Il y avait le boucanette, parce que c'est un jeu aussi, et non pas autre chose, n'est-ce pas? tout à fait. Et tout ça, c'était à une certaine époque, avant qu'il y ait la toupie, la corde, etc. Et il y avait un jeu qu'on pratiquait à Filmouloud, c'était un héritage andalou. Le jeu est similaire à l'Halloween et on l'appelle Boshira, c'est-à-dire que les enfants partent en groupe, de maison en maison, donc quémander des sucreries, des gâteaux, des bougies, etc. Et il y avait parmi eux un garçon, une fille, qui se déguisait en Boshira, c'est-à-dire qu'il devait porter une kshabia, mais avec le capuchon à l'envers. Et il faisait des acrobaties, il tombait, etc. Mais une fois qu'il tombe, il ne faut plus qu'il bouge jusqu'à ce que les gens de la maison donnaient les offrandes aux jeunes enfants. C'était un jeu qui se passait pendant le Mouloud et c'était un jeu très intéressant pour les enfants. Donc, voilà, après il y a eu autre chose, il y a eu la venue ça s'est modernisé, c'est parti dans tous les sens, c'est malheureux parce qu'on ne les voit plus ensemble dans la rue en train de jouer. Il n'y a que, peut-être que le ballon. À notre époque, le ballon, c'était plutôt c'était le sachet de lait et on le remplissait de petits tissus et trucs et voilà. Et Takourt qui était un jeu très répandu. Et Tchèque américaine. Ah, Tchèque américaine, c'est autre chose, c'est cache-cache américaine. Le Tchèque américaine, c'était un dan felil. Takourt qui était un jeu très intéressant, pratiqué par les hommes avec une balle en bois. C'est comme le hockey en fait. C'était ou le polo sur l'herbe. C'est une pelote, un ballon en bois et des bâtons. Et on y allait. Et dans des milieux ruraux, vraiment du côté de Tindouf, j'ai découvert de superbes jeux de société créés à base de bois, de bâtonnets, etc. Donc, et ils continuent de perpétuer cette tradition dans la région de Tindouf. À une certaine époque, le meilleur jeu, c'est celui qu'on construit par soi-même. Le meilleur jeu est celui qu'on fabrique nous-mêmes. Alors, je ne sais pas. L'idéal serait qu'on mette de côté les téléphones, qu'on emmène un ribambin en pleine forêt ou en pleine mer avec l'ensemble de ces jeux. Ce serait bien d'essayer. Hein. Oui. Ce serait bien d'essayer d'apprendre à allumer le feu comme ça, ce comme serait des bien. scouts. N'est-ce pas? Oui. Une belle un voyage initiatique. Ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup, Siham. Mais je vous en prie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et je vous dis à demain. Au revoir. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, elle revient, mais pour une belle histoire demain. Alors, tout de suite, on va enchaîner avec le second invité qui se prépare en coulisses. On va parler des examens qui se profilent à l'horizon. Et donc, voilà, pour la préparation de ces examens, de la programmation, c'est tout de suite après ceci.
Voilà, c'est vrai que les familles actuellement se préparent pour ces moments très décisifs, ceux des examens, vraiment surtout les classes d'examen en baccalauréat et ceux du brevet d'enseignement moyen. Voilà, donc occasion justement d'avoir toute l'information autour de cette préparation et du dispositif mis en place. C'est avec Monsieur Abbas Moussa, inspecteur central auprès du ministère de l'Éducation nationale, que nous allons avoir toutes ces informations. Bonjour, Bonjour madame. Et bienvenue. Merci de me donner l'occasion de parler des examens. Oui. Tout le plaisir et pour nous. C'est vrai que les familles s'y préparent. C'est quand même un moment important pour les enfants. Tout à fait. Chaque année, ce rendez-vous, cet événement important revient dans la vie des familles et des élèves. C'est capital pour certaines familles parce que il détermine quand même l'avenir des enfants. Tout à fait. Et nous allons donner quelques recommandations, orientations et donner surtout de l'information par rapport à la façon dont cet événement va être organisé et va avoir lieu. Voilà pour cette année 2022, comment se préparent vraiment les événements du côté du ministère? Alors chaque année, bon, c'est devenu un rendez-vous, disons, habituel. Donc la machine est rodée. Absolument, nous avons un opérateur très professionnel qui s'occupe des examens, à savoir l'Office national des examens et concours. Il a la capacité de maîtriser tous les paramètres et de gérer un si grand nombre quand même de personnel, d'élèves et de données liées à l'examen. Et nous avons chaque année des dispositions réglementaires, sanitaires et pédagogiques qui reviennent. Nous avons passé une période assez contraignante par rapport au Covid et nous avons pu organiser l'année scolaire et les examens dans de très bonnes conditions. Je pense que cette année, ce sera aussi le cas. Très bien, donc idem pour les examens qui se dérouleront dans de bonnes conditions, je l'espère. Y a-t-il un dispositif particulier justement lié à cette pandémie qui vraiment en ce moment est en cours de stabilité, on dira? Tout à fait. Il y a des dispositions d'abord sanitaires. On reconduit le même schéma que l'année dernière. Le même protocole sanitaire. On sait que la crise n'est pas tout à fait derrière nous. On voit des exemples à travers le monde. Et nous avons des dispositions pédagogiques en termes de préparation des épreuves. Nous avons des commissions de conception des sujets qui travaillent depuis le mois d'octobre dans des centres dédiés à cela, avec la collaboration d'enseignants et d'inspecteurs de la pédagogie. Ces sujets vont faire l'objet de relectures très attentives avant la diffusion finale. Elles vont avoir, c'est vrai que les parents peuvent s'inquiéter, on entend ça et là, est-ce que les sujets vont être difficiles ou faciles? En tout cas, on va dire que... Oui, moi j'ai une autre question qui précède celle-ci, c'est est-ce que le cursus a bien été achevé? Parce que c'est vrai que la pandémie avait altéré aussi l'achèvement du programme initial. Tout à fait. Donc est-ce que pour cette année, on a été plus loin? C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau des contenus des épreuves, parce qu'il y a une prise d'information régulière au niveau de l'inspection générale sur les contenus dispensés en classe, et je peux assurer que aux dernières justement informations que nous avons eues. Vous savez qu'il y a tout un maillage d'inspecteurs pédagogiques qui vont dans les classes, qui discutent avec les enseignants, avec l'encadrement des établissements. Et nous pouvons assurer que les apprentissages fondamentaux ont été effectués en totalité. Très bien. Et donc les épreuves vont avoir lieu, vont cibler ces apprentissages qui sont effectivement qui ont été effectivement traités. Voilà, réfléchis de manière vraiment à avoir, à donner accès aux réponses à tous les élèves qui ont pris part à l'enseignement. En tout cas, les sujets ne vont pas réserver de surprises dans le sens où l'élève ou le candidat va être confronté à des contenus qu'il n'a pas fait. Donc ça, c'est clair.
C'est vrai que cette année, elle a été meilleure que l'année passée parce qu'il y a eu quand même des séances d'1 heure, contrairement aux années précédentes. Les apprentissages, il y a eu une régulation, un suivi régulier des apprentissages qui sont faits en classe. Et nous pouvons dire assurer, garantir aux parents que les contenus, ce sont des contenus qui ont été abordés. Monsieur le ministre a beaucoup insisté sur ça et les commissions qui ont travaillé sur les épreuves sont très vigilantes, très attentives à cette problématique. Très bien. Situons maintenant la période des 2 examens. Donc, qu'en est-il du brevet d'enseignement moyen? Donc, voilà, en général, il passe en premier. Alors, le brevet, il va avoir lieu à partir disons, entre le 12 entre le 6 et le 8, 6, 7, 8. Ça va commencer lundi, mardi, mercredi, sur 3 jours. Mercredi, jeudi? Non, lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi et mercredi, donc 6, 7 et 8, 6, 7 et 8 juin prochain. Les candidats seront testés sur 10 matières, en totalité des épreuves. Et le bac aura lieu entre le 12 et le 16 juin prochain. Très bien. Les candidats, justement, au brevet d'enseignement moyen sont-ils assujettis à la délivrance d'une convocation? Les convocations ont été mises à leur disposition sur le site de l'ONEC et donc ils ont toute l'attitude de les retirer. Je pense qu'il y a un grand nombre de candidats qui ont déjà retiré leur convocation. Ils peuvent aussi se rapprocher d'établissements où ils peuvent disposer de la convocation. Très bien, donc l'ONEC qui a ses ramifications un petit peu dans le pays à travers les 58 wilayas. L'ONEC a des offices régionaux au niveau de toutes les localités du pays qui couvrent tout le territoire national. Ils ont un site aussi sur lequel les inscriptions et les convocations sont gérées. Voilà, on le voit à l'image, l'image vient d'apparaître. On peut rappeler le nom du site? Ouais. Je voudrais simplement rappeler que... Ou alors on met baccalauréat 2022 comme ça apparaît à l'image et puis ça ressort. Je voudrais simplement rappeler que les candidats doivent lire attentivement les convocations parce que dans les convocations, ils peuvent trouver des informations très très importantes par rapport, par exemple, à l'établissement sur lequel ils sont affectés, par rapport aux horaires. J'insiste sur le respect des horaires. Si l'établissement est un peu loin, il faudra peut-être refaire une reconnaissance de l'itinéraire avant l'examen, parce que les établissements ferment à 8 heures. Les élèves qui sont acceptés à partir de 8 heures, entre 8 h et 8h30, doivent figurer, leur nom doit figurer sur un registre pour que pour que ce retard ne soit pas répété. Donc, il est important qu'il ne soit pas sanctionné de venir par le retard. Un peu plus tôt dans de préférence, donc vous recommandez une reconnaissance des lieux à la veille de l'examen, par exemple, ou quelques jours avant. Tout à fait, ça facilite la chose. Et ils peuvent ainsi arriver plus tôt, être moins stressés par rapport au trajet et aborder les examens dans de meilleures conditions. Voilà, on termine par une recommandation relative à l'examen de baccalauréat, éventuellement, et est-ce qu'on arrive au terme de cette rencontre? L'examen du baccalauréat va avoir dans les mêmes conditions que l'examen du brevet, sauf que ça s'étale sur 5 jours au lieu de 3 jours. Durant les 5 jours, les candidats seront testés sur 11 matières, 11 matières pour les filières les plus importantes. Et les horaires des épreuves sont un peu plus longs en fonction des filières et des spécialités. Les mêmes conditions de passation avec une vigilance particulière à mettre sur les horaires, par exemple, les horaires d'arrivée. Faire attention, par exemple, de ne pas venir avec des documents en classe, de prévoir toutes les affaires en termes de trousses scolaires pour les dessins, pour autre chose. Éviter d'utiliser les téléphones et tout ce qui peut donner l'impression qu'on cherche à tricher. Il y a fraude, oui. Et aborder l'examen avec le plus de sérénité possible.
Ben, on souhaite en définitive voilà, bonne chance à nos candidats, donc que ce soit pour le baccalauréat ou le brevet d'enseignement moyen. Bonne chance à Voilà, et merci de nous avoir mis au courant de ce dispositif mis en place en vue de leur permettre de passer leurs examens dans de meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur Abbas Moussa. Donc, je rappelle que vous êtes inspecteur central auprès du ministère de l'Éducation nationale, chargé des programmes des examens. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui sont avec nous. On parle beaucoup des Jeux méditerranéens d'Oran en ce moment et justement, on continuera de le faire jusqu'au jour J. Et pour preuve, voici tout de suite un spot concernant l'événement. Et voilà, mesdames, nous avions promis en début d'émission que nous allions parler de cette 15e édition justement du Salon national de la formation professionnelle avec un co-organisateur de l'événement, Monsieur Si Ahmed Zarouki, ici présent. Bienvenue. Merci, bonjour et merci pour votre invitation. Ravi de vous retrouver. Donc on s'est parlé hier au téléphone, on a évoqué un petit peu cette 15e édition qui a une spécificité cette année. Écoutez, c'est un challenge pour nous. C'est vraiment un challenge. Donc le salon de la formation aura lieu le 24, 25, 26 mai, après 2 années d'absence, 2 années malheureusement de Covid, un mot qu'on n'ose même plus prononcer parce qu'il a fait quand même des dégâts. Oui, tout à fait. Hein. Ça a mis en pause énormément d'événements culturels, économiques, scientifiques. Voilà. Oui. Ça a un petit peu figé l'action. Oui, et fort heureusement, voilà, le salon est de retour. Et de retour. Ça vous a permis de réfléchir à des changements? Alors écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant ces 2 années. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organismes de formation qui ont tiré un peu le frein à main et ça leur a permis aussi de réfléchir. Moi, je me dis que la crise Covid, si on parle uniquement de l'aspect économique, il y a eu quand même du positif parce qu'aujourd'hui, beaucoup de centres de formation, beaucoup d'entreprises, tout simplement, cherchent aujourd'hui l'efficience. Donc, les entreprises aujourd'hui ont une vision business qui est complètement différente qu'avant. Ils recrutent différemment, ils forment différemment et ils cherchent la performance de manière complètement différente. Et ça, c'est à cause ou grâce du Covid, grâce au Covid. Et aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de redynamiser un peu les écoles de formation, de les mettre en lumière, et c'est l'objectif de l'organisation de ce salon. Donc, et puis on est entré de plein pied dans une ère nouvelle, celle où on n'est pas obligé d'enseigner en présentiel. Donc on allie 2 types, voilà, on est sur un enseignement hybride un petit peu partout. Oui, et ça c'est nouveau. D'ailleurs, les nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a une accélération de la mise en place de la digitalisation au sein des entreprises. D'ailleurs, si on devait laisser les choses se faire normalement, peut-être que c'est un processus qui a pris un peu plus de 10 ans, mais le Covid qui passe par là, donc ça oblige aujourd'hui les entreprises à s'intéresser justement à la digitalisation. Dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. De façon plus accélérée. Oui, donc voilà, ça a du bon quand même. Non, mais ça a du bon, bien sûr. Oui, pour moi, si on parle uniquement d'aspect économique, il y a du positif. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des formations qui sont organisées dans ce sens-là. On manage à distance, on recrute à distance, on forme à distance, bien entendu à condition d'avoir une connexion Internet qui le permet. Mais il y a beaucoup d'actions qui se font aujourd'hui à distance. Tout ça, c'est de nouvelles habitudes. C'est un management qui est complètement différent et tout cela nécessite bien sûr un accompagnement et
une formation pour cela. Très bien. Et c'est l'objectif un peu du salon aujourd'hui. Voilà, le salon qui est porté par deux entités. En fait, vous êtes deux partenaires. Oui. Il y a aussi partenaire dans le nom de la société. De l'entreprise. De l'entreprise que vous représentez, donc qui n'est autre qu'Emploi Partenaire, donc qui est vraiment voilà, cet élément crucial pour l'organisation de ce salon. Donc habituellement, donc les deux partenaires que vous allez citer d'ailleurs pour ce qui est du second, s'allient pour parler d'emploi, également de formation professionnelle, contrairement à cette année où vous avez exclusivement réservé le salon à la formation professionnelle. Pourquoi ? Alors, effectivement, donc moi je suis directeur du cabinet de recrutement Emploi Partenaire et on fait ça avec notre partenaire 3C Communication qui lui d'ailleurs organise les formations depuis plus de 15 ans. Donc ils ont une expérience dans l'organisation des salons depuis plus de 15 ans et cette année on a comme habitude d'être partenaire et cette année on est co-organisateur. Et donc cette année on a décidé justement de séparer les deux fonctions. Vous savez, l'emploi et la formation ce sont deux fonctions différentes mais extrêmement liées dans la vie professionnelle. Absolument. Et cette année, pour mieux répondre aux besoins de nos partenaires, on a décidé de séparer les deux activités. Les gens qui se présentent, les personnes qui se présentent au salon de la formation sont là pour justement être informés sur les nouvelles formations, pour décrocher justement de nouveaux contrats en termes de formation pour leurs collaborateurs. Donc le besoin est différent. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons décidé certaines sociétés ont besoin aussi de perfectionnement. Donc en se rapprochant du salon, elles ont toute l'information liée à cela, à tous les besoins ce qui peut répondre aux besoins de la société spécifiquement. Bien sûr. D'ailleurs, les objectifs du salon, c'est mettre en relation donc les écoles de formation, que ce soit privées, publiques, de marque étrangère ou publiques, avec les entreprises. Quand on dit entreprise, c'est les chefs d'entreprise, c'est les DRH, c'est les formateurs. Les mettre en relation également avec les demandeurs d'emploi ou les cadres qui sont aussi en activité, qui souhaitent qui cherchent à faire une reconversion professionnelle ou même une évolution de carrière, donc ils cherchent à développer leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc le salon est proposé justement... Ça peut être aussi des étudiants qui en quête d'un changement ou... Bien sûr, bien sûr, et l'employabilité d'ailleurs, elle passe par la formation. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on dit toujours que la formation est aussi un accélérateur de carrière. Donc aujourd'hui, on parle de compétences, on parle d'entreprises efficaces, et ça passe aussi, l'efficacité des entreprises, il est indéniable que ça passe par la compétence des collaborateurs. Voilà, du savoir-faire, du savoir-être et de la matière grise qu'on a au sein de l'entreprise. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre en connexion les écoles de formation avec les entreprises privées, publiques et les candidats. Et bien sûr, lors du salon, il y aura aussi pas mal de conférences. Aujourd'hui, il y a la loi aussi qui a changé sur les taxes de formation, enfin sur l'aspect aussi administratif. Donc il y aura beaucoup de conférenciers et d'intervenants qui vont justement nous parler de cette nouvelle loi, comment est-ce que les entreprises, la réglementation qui régit la formation en entreprise, et puis comment choisir une formation, comment réussir une formation, comment utiliser les nouvelles technologies pour bien faire sa formation, évoluer dans sa formation et son apprentissage. Exactement. Donc il y a une batterie de conférences. Voilà. Justement, ça nous amène à décortiquer un petit peu en quelques minutes, en une ou deux minutes, donnez-nous un aperçu du programme, effectivement. Donc il y aura bien sûr ce cycle de conférences, il y a aussi les exposants qui sont visibles à travers les stands qui seront installés, mais qu'y aura-t-il encore ? Il y aura, il y aura les exposants, il y aura pas mal d'échanges, on va essayer de faire en sorte que ce soit un stand dynamique et assez interactif avec les différents intervenants. Il y aura aussi notre cabinet qui proposera aussi des formations pour les candidats. Pour les différents salons auxquels nous avons participé, nous avons formé les candidats dans comment faire un CV, sur comment mettre en place une lettre de motivation, comment faire un entretien d'embauche. Et puis il y aura aussi différents conférenciers qui vont aborder différents sujets sur les formations. Entre autres, comment choisir sa formation, comment réussir une formation. Comme je disais tout à l'heure, on va aborder également l'aspect réglementaire des formations. Donc différents sujets qui se rapprochent de près ou de loin des formations pendant ces 3 jours de salon. Alors, ces 3 jours, on va rappeler qu'ils s'étalent entre le 24 et le 26 du mois de... Alors, 24, 25, 26, exactement. 24, 25 et 26 mai
Oui. Voilà. Ouais. Et sur 3 jours. Et c'est au Centre international des conventions qu'aura c'est lieu ici. cette rencontre. Voilà. Voilà, effectivement. Et Un endroit très agréable, un endroit très spacieux, où agréable. l'échange est permis, où Oui, vraiment. oui. Et puis, comme je disais au début de l'émission, c'est un sacré challenge parce que remettre en place un salon juste après ces 3 années Covid, les entreprises, les écoles, surtout les écoles de formation, ont aujourd'hui des difficultés de trésorerie, ont pas mal de difficultés qui résultent un peu de ces 2 années qui viennent de passer. Donc c'est un sacré challenge. Mais aujourd'hui, on est très heureux parce qu'il y a beaucoup de C'est vrai centres. que la communication en salon demande un certain budget. Et il y a certainement eu des facilités cette année pour les aider à être écoutez, il y a présents. plusieurs choses qui ont été mises en place. Déjà, des tarifs assez intéressants pour justement inciter les entreprises à être là. Et puis, l'objectif du salon, j'ai envie de dire qu'il n'a jamais été pécunier. Nous, tout simplement, on a envie de participer à la relance économique, bien que cette dernière reste un peu timide. Mais on souhaite apporter aussi notre contribution en mettant en place ce type d'activité. On veut participer justement à la remise sur pied de notre économie algérienne. Pour nous, c'est important, c'est primordial. Et puis, Ça a été l'objectif de la création même de ce salon, donc consacré à la formation professionnelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est un virage, on se dit qu'on ne doit surtout pas louper pour l'avenir de nos entreprises, de nos candidats et de nos collaborateurs. Sid Ahmed Zelouki, nous arrivons au terme de cette petite rencontre liée justement à transmettre l'information utile concernant cette 15e édition du salon, salon national de la formation professionnelle qui aura lieu, rappelons-le, du 24 au 26 au CIC, donc Centre international des conventions, c'est du côté justement du Club des Pas. Du Club des Pas, voilà, Bouchaoui. Et puis, donc moi j'invite toutes les personnes qui veulent avoir, même si ils n'ont pas de formation prévue ou qui veulent juste s'informer sur les formations, sur les modalités, sur les les écoles de formation, parce qu'elles vont être regroupées dans un seul endroit. Donc ça peut être pratique et ça peut apporter un gain de temps assez intéressant si on décide d'aller et puis de rencontrer tous ces organismes. Il y aura du conseil et puis les professionnels seront au rendez-vous pour justement accompagner les entreprises et les cadres. Merci infiniment Sid Ahmed Zelouki. Je rappelle que vous êtes directeur de recrutement auprès du cabinet Emploi Partenaire et co-organisateur de ce salon national de la formation professionnelle. Merci infiniment. Pour votre invitation. Voilà. Merci, tout le plaisir a été pour nous. Et puis nous avons plaisir aussi à vous avoir avec nous, vous les plus fidèles qui nous accompagnez jusqu'à 9h30, je l'espère. Donc restez avec nous, restez connectés. On se retrouve avec les invités suivants juste après ce petit voyage à travers l'image. C'est à Oran qu'on va se rendre.
qui nous vient directement de Vienne. Il s'agit d'Aziza Aouar que j'ai plaisir à présenter ce matin. Bonjour. Bonjour, Madame Radé Boulmali. Ça va, vous allez bien, Aziza? Merci beaucoup. On a eu l'occasion de se croiser à Vienne. De se croiser à Vienne. Vous avez préparé le reportage de l'islam. Oui, j'avais travaillé sur un documentaire sur l'islam en Autriche et vous étiez un précieux partenaire, je tenais à le dire, de la télévision algérienne et de l'ambassade d'Autriche ici en Algérie pour ce travail. Voilà. C'est un petit peu ce que vous savez faire de mieux, c'est créer des passerelles et des connexions. Merci beaucoup. N'est-ce pas? J'essaie toujours, c'est ça ce que je veux, faire des initiatives et participer aussi à toute initiative personnelle ou de l'association, là où j'étais aussi. Je suis une Algérienne qui vit en Autriche depuis presque 30 ans maintenant. Oui. Je travaille à mon compte depuis 2008. Je travaillais avant ça pendant 5 ans à l'ambassade d'Algérie, au service consulaire. Et à partir de 2008, mes enfants, ils ont un peu grandi. Je commençais à travailler à mon compte. Je suis membre de la Chambre de commerce aussi, autrichienne. Je suis conseillère économique aussi. J'accompagne les entreprises autrichiennes qui veulent travailler ou investir en Algérie dans plusieurs domaines, dans les implants dentaires, le MDF pour décoration. Et voilà. En fait, vous avez été un précieux partenaire de tous ces opérateurs économiques désirant découvrir le marché algérien. Le terrain ne vous était pas étranger, donc vous connaissiez parfaitement votre pays. Voilà, je suis dans mon ça pays. Facilite. Et puis, bien sûr, il y a cette connaissance de la langue qui a un petit peu joué un rôle important. Je pense que c'est sûr, c'est ça aussi. Quand on communique, on peut communiquer, tout est facile. Et je voulais aussi j'ai eu un passage aussi de 10 ans comme vice-présidente de l'association. L'association algéro-autrichienne ou austro-algérienne. Voilà, c'est vrai que c'est une initiative autrichienne à la base. Qui existe depuis 1963, que j'ai eu vraiment l'honneur d'être la vice-présidente. On a fait plein d'activités culturelles, économiques. On a invité il y avait monsieur. C'était une très belle expérience en tout cas. Pour moi. Voilà. Oui. C'est tout. Parce que dans cette association en particulier, vous avez joué le rôle inverse, c'est-à-dire promouvoir la culture algérienne. Promouvoir la culture algérienne, que j'ai eu aussi l'honneur d'inviter notre diva Bahija Rahal pour un concert de Noël à Vienne. Ça a été quelque chose de... Et je pense que vous avez aussi eu l'occasion de venir. Voilà, les étudiants algériens aussi, on a aussi un invité des étudiants algériens dans la langue allemande. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans la phase économique. Voilà, vous êtes quand même une touche à tout. On tenait à le dire au départ. Là, je me suis intéressée maintenant, je représente une entreprise autrichienne qui s'appelle Das Energy, qui est dans les panneaux solaires photovoltaïques. Et c'est une entreprise qui a développé des panneaux un peu révolutionnaires. C'est des panneaux flexibles qui font dans le mètre carré 3,3 kg. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et qui sont aussi flexibles, adaptables à toute surface de toiture, de façade, de tente civile, de campement civil ou militaire, comme vous voyez ici. Et c'est vrai que c'est un créneau qui est très intéressant par rapport à l'Algérie, où le soleil ne manque pas. Ne manque pas. Tout à fait, tout au long de l'année. Je pense aussi avec la nouvelle loi d'investissement qui a été promulguée. J'espère aussi que dans la loi d'investissement qui concerne des ministres, je pense que ça a été. Mais le problème... C'est-à-dire une nouvelle loi qui offre la possibilité de faciliter l'investissement. Des locaux, je pense, pour la diaspora aussi, qui est très, très intéressant. Et dans l'énergie renouvelable, ce qu'on appelle l'énergie verte. Et c'est ça, et j'essaie, moi je suis venu, c'est pas pour que cette entreprise exporte ces panneaux. Je suis venu avec cette entreprise qui s'appelle Das Energy pour implanter une usine de production. Voilà. Et c'est ça, pour développer cette production très très intéressante, une technologie nouvelle à la pointe. Qui va être l'entreprise va accompagner l'investisseur ou une entreprise étatique, pourquoi pas. C'est ce que et j'espère trouver
Voilà. une voie, voilà. Et j'espère réussir aussi. Ça me tient vraiment au cœur parce que on est dans l'énergie verte. Et j'espère, pourquoi pas, peut-être pour c'est pour l'avenir plus en tard. fait, C'est c'est l'avenir parce que Et, les ressources fossiles, on dira, les énergies fossiles sont tarissables. Oui, en revanche, le soleil est une mais il faut, source c'est-à-dire, il y a les intarissable. lois aussi peut-être qu'il faut changer aussi. Il y a les banques, il y a les administrations c'est-à-dire qui suivent un peu quand il y a un conseil quand il y a un nouveau code d'investissement. Il faut qu'autre chose vienne aussi derrière, parce que parlons des subventions pour tout ce qui est les panneaux solaires ou le solaire lui-même. Il y a une concurrence déloyale avec l'investissement dans l'électricité. Et ça aussi, c'est-à-dire il n'y a pas de loi. Et bon, l'avenir, c'est en Algérie, comme ça se fait en Europe, il y a l'autoconsommation. C'est-à-dire que les gens privés, c'est-à-dire la consommation personnelle. C'est-à-dire on peut penser une maison intelligente, une maison aussi à base de mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. C'est-à-dire il y a un excès de production. Normalement, ça part dans le réseau, sur le réseau. Les infrastructures C'est-à-dire ce n'est pas, si j'ai bien compris Aziza Hawel, ça veut dire que pour l'instant, le photovoltaïque, c'est vrai qu'il se développe de plus en plus dans notre pays, mais pas pour les usagers privés. Privés, pas encore, je pense, parce que l'excès, quand on produit avec les panneaux solaires, il y a toujours un excès. En Autriche, l'excès, il part chez l'EMFO, il part à l'entreprise, et c'est-à-dire on a toujours... C'est-à-dire, si on produit plus, on récupère, et c'est-à-dire à la fin du mois, on a un équilibre. L'excès, c'est un crédit qu'on a. D'accord, ça reste, ce sera récupéré pour un nouveau marché. C'est un nouveau, voilà. D'accord. Mais je pense que moi, cette entreprise, quand même, qu'il faut, c'est sur toutes les toitures, si on pense à tout ce qu'on a comme ministère, comme administration, comme les stations d'essence, si on arrive à implanter cet équipement très maniable. Voilà, c'est une autonomie pour les administrations. Et aussi, je parle aussi au sud. Tout ce qui est comme les camps pour les habitations ou les camps civils ou des entreprises, nos grandes entreprises qui sont au sud, avoir une autonomie électrique comme ça, et en plus très très facile à coller. C'est juste une surface avec une fine couche de PVC et de bitume, et on colle avec une colle, et c'est quelques millimètres. Je sais pas, j'espère trouver. Vous êtes à la recherche de partenaires Oui, je suis à la recherche de partenaires qui puissent eux-mêmes investir. Investir autant que vous dans ce créneau. Voilà, et moi je suis la représentante, je serai là pour les accompagner ou ça va ramener aussi. Et ça, j'espère qu'on va arriver, j'espère qu'on va produire. Vous avez réussi à convaincre quand même votre partenaire, l'entreprise que vous représentez en Autriche. Pourquoi pas ceux qui sont ici, vous y arriverez. Vous avez toujours eu cette patience. Voilà, moi j'ai une devise, ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher, avoir la patience et aller jusqu'au bout. C'est ce qui vous caractérise, effectivement. Vous avez toujours mené à bout vos missions dans les différents domaines. Et celui-ci, on vous souhaite en tout cas de réussir dans la mesure où l'État vraiment accorde une importance cruciale au développement des énergies renouvelables actuellement. Et que vraiment, ça doit être l'énergie de demain. Et accompagner ce qui existe déjà sur le terrain à 50% de toute façon. On y arrivera par le travail et par la participation d'investisseurs volontaires comme vous, Aziza Hawel. Merci. Voilà, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Et c'est vrai que le Grand Sud demande ce type d'investissement. Voilà. D'accord. Merci pour l'invitation et merci pour cette opportunité. Tout le plaisir était pour nous, Aziza Hawel. C'était un plaisir de vous retrouver après tant d'années. Donc je vous remercie. Je rappelle que vous vivez à Vienne, donc vous êtes établie
établi en Autriche Donc, depuis 30 ans, vous le voilà. disiez tout à l'heure, et que vous investissez dans ce domaine particulier. Vous Voilà. êtes une précieuse Écoute. conseillère pour différents Merci beaucoup. partenaires économiques austro-algériens. Australien. Voilà. Merci infiniment, Merci Aziza. beaucoup, merci beaucoup. Bonne Au revoir. chance pour Merci tout beaucoup. Au ceci. Et bien sûr, merci à ceux qui sont avec nous. On continue de parler d'Oran, mais différemment, cette fois-ci avec notre ami Saïd Fellek qui nous emmène justement à Oran. Et on va voyager avec lui dans les nouveaux investissements et revenir aussi un petit flashback jusqu'en 75. Et c'est parti. D'une capacité de 40 000 places couvertes, le nouveau stade d'Oran implanté dans la commune de Bir el-Djir, véritable joyau, est à présent totalement prêt pour le grand rendez-vous méditerranéen que va abriter la capitale de l'Ouest algérien. Doté d'une pelouse en gazon naturel type hybride, digne des plus grands stades européens, l'enceinte olympique répond aux normes internationales en matière de football ou d'athlétisme. Elle est en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Au niveau de l'arrosage, le terrain bénéficie d'un système assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par Wi-Fi. Il s'agit d'un système de dernière génération utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique. Le stade sera doté très prochainement d'une gazonnière, une première en Afrique là aussi. Elle permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la technique de déplaquage et replaquage du gazon. Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra ultra moderne. Le temps d'évacuation du public est estimé à 7 minutes, alors que le parking peut accueillir jusqu'à 3000 véhicules. L'enceinte fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4200 places, une salle omnisport de 6200 places et un centre nautique de 3 piscines dont 2 olympiques. Le stade, pas encore baptisé, a déjà accueilli un match international, celui qui a opposé en amical le 17 juin 2021 l'équipe nationale A' à l'équipe première du Libéria. Un match à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19 qui s'est soldé par une victoire éclatante des coéquipiers de Amoura, 5-1, un test event réussi. L'inauguration officielle du stade se fera quant à elle le 4 juin prochain avec le match de la sélection algérienne prévu face à l'Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette magnifique infrastructure sportive accueillera entre autres les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Voilà, c'est un plaisir de voir l'évolution justement de la préparation et des préparatifs aux Jeux méditerranéens d'Oran qui arrivent dans 33 jours exactement. Donc nous allons parler tout de suite de sport, mais différemment. Un sport qui exige une concentration, un esprit complètement investi. Il s'agit des Jeux d'échecs et nous avons plaisir de recevoir une fierté nationale, un maître national d'échecs, Monsieur Lies Yalla, ici présent. Bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est pareillement, merci. Voilà. Toujours... Vous revenez victorieux de Madagascar cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, en effet. On avait parlé d'une très belle performance à Cuba. On peut rappeler d'abord Cuba avant d'entamer. Oui, bon, à Cuba, c'était à titre de rappel le 26 janvier. Oui. Donc j'ai entamé une simultanée face à 169 joueurs cubains. Et j'ai réalisé un score de 154 victoires, 8 défaites et 7 nuls. Mais du coup, voilà. C'était un record national cubain et qui a détrôné celui qui était le précédent recordman. Voilà, par Ligné Dominguez. Et ça nous amène à dire que vous êtes un spécialiste de la simultanée d'échecs. On ne l'a pas dit dès le départ. Hein. On a dit joueur d'échecs, mais ce n'est pas n'importe quel joueur d'échecs parce que vous réalisez des performances
exceptionnel, en public d'ailleurs, et on vous voit face à une multitude de joueurs que vous battez en général. Donc comment ça s'est passé du côté de Madagascar? Racontez-nous. Donc une fois de retour au pays après donc la performance qui a été réalisée à Cuba, je me suis entretenu avec les responsables Malagasy, avec le président de la fédération. Donc du coup le courant est passé et je me suis déplacé donc à La Havane, plutôt à Antananarivo, pardon, et j'ai entamé une seconde simultanée, cette fois-ci avec un nombre un peu supérieur, c'est-à-dire contre 180 participants. Voilà, vous avez battu votre record à Madagascar. Effectivement. Avec justement 180 parties réalisées face à des joueurs chevronnés, et dont vous êtes sorti victorieux sur 176. 176 victoires et j'ai encaissé 4 défaites. On peut ne pas en parler, 4 c'est dérisoire à côté de 176. On va être sportif quand même. Oui, quand on va même. être sportif et le rendement a été donc 97,78 qui est donc au-dessus de celui donc imposé par le Guinness. Et c'est donc j'ai réalisé cette performance dans un temps de 9h55 minutes. Voilà, comment avez-vous trouvé Madagascar avant de parler de la suite? C'est un paradis sur terre. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau, c'est vraiment paradisiaque. C'est l'extrême sud d'Afrique et c'est beau. C'est magnifique, c'est un pays de rêve. Et du coup, profitant de ma présence sur le sol malagasy, les responsables m'ont dit: est-ce que vous êtes partant pour entamer une autre simultanée, cette fois-ci sur une très belle ville côtière. Un second challenge vous a été proposé sur les lieux? Oui, sur une autre ville côtière, cette fois-ci située à l'extrême ouest du pays. Donc le 29, je me retrouve à nouveau face à 90 joueurs. Voilà. C'était dans quelle ville exactement? Mahajanga. C'était à Mahajanga, très belle ville côtière. C'est aussi une ville de rêve, hein, pour vous dire. Et là aussi, vous avez impressionné le public qui est venu vous applaudir, vous accompagner lors de cette performance. Très belle ambiance. La simultanée, à l'instar de celle qui a eu lieu dans la capitale, s'est déroulée dans de très bonnes conditions d'organisation. D'ailleurs, il y a eu 2 professeurs en médecine qui, eux, étaient en même temps présidents de la Ligue de Mahajanga. Voilà. Et c'était bien. Et donc, j'ai entamé cette simultanée en l'espace de 7h48 minutes de jeu. Voilà. Mais en revanche, jouer 2 simultanés en l'espace de quelques jours, c'était à 4 jours d'intervalle, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, c'est quelque chose d'inhabituel. Oui, je pourrais en toute modestie... c'est une première mondiale. Voilà, donc j'ai accepté ce challenge et ça s'est très bien passé. Du coup, il y a les responsables de la fédération donc, du pays organisateur qui a adressé un dossier complet auprès du président de la Confédération des échecs africaine pour justement la validation, parce que c'est en soi un record d'Afrique. Oui. C'est un nouveau record d'Afrique de simultané d'échecs. Si vous le permettez, vous attendez les résultats, je pense qu'à Lusaka, on le saura Zambie, je suis peut-être, j'attends uniquement, je me suis entretenu avec M. Louis Nkobi, qui est le président. C'est un monsieur extraordinaire. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on va valider votre record et j'espère vous voir parmi nous à Lusaka pour vous recevoir la certification et le trophée qui va avec. Donc, j'attends. Et mon petit doigt me dit qu'on va encore vous proposer une simultanée sur place. En général, c'est comme ça. On profite à chaque fois de votre présence. Je serais honoré de faire cette simultanée, même en Zambie. C'est toujours un honneur pour moi de représenter mon pays. Et j'annonce qu'il va y avoir une 3e simultanée en France, cette fois-ci, du 20 au 26, sous le thème Échecs du monde. Au mois de juin prochain, Voilà, c'est un grand événement et je serai appelé justement à jouer face à 200 joueurs français. C'est en département de Lot-et-Garonne, situé donc, dans le département au sud-ouest de la France. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette nouveau challenge qui vous attend du côté de la France. Tokyo aussi est au programme, il me semble. Oui, Tokyo aussi. Donc, on attend que les choses s'allègent du côté des restrictions parce que les Nippons sont un peu très
très à cheval et c'est vraiment, en ce moment, c'est très difficile de partir au pays du soleil levant. Oui. Mais normalement, on a programmé une simultanée le 26 septembre de cette année. Voilà. Oui, c'est vrai que même les événements en cours perturbent un petit peu voilà, ce qui se passe vraiment en Asie pourrait aussi altérer certaines organisations, on le sait. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance déjà pour le programme en France, c'est-à-dire 200 joueurs qui vous affronteront. C'est déjà pas mal, un très beau challenge. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer, on vous organise aussi tout un cycle de rencontres dans des écoles et des clubs d'échecs. Oui, oui, justement, également. je suis appelé à faire donc, des rencontres départ avec des élèves dans certaines écoles françaises. Et je vais aussi visiter quelques clubs de renom là-bas, c'est-à-dire des clubs qui sont quand même très cotés. Et ça va donc finir par une simultanée le 25 normalement du mois de juin. Très voilà. bien. Merci infiniment. Bonne chance. Lies Yala, je rappelle que vous êtes maître national d'échecs et que vous êtes revenu victorieux de Madagascar. D'ailleurs, les trophées sont là pour en témoigner. Je vous souhaite bonne chance pour les prochaines compétitions. Et puis, bien sûr, nous avons annoncé en tout début d'émission le départ justement de Chafia Boudra. Elle a tiré sa révérence hier à l'âge de 92 ans. Laissant justement tout un héritage cinématographique, des images justement qui parlent de ce parcours ô combien puissant, de cette richesse de la carrière de Chafia Boudra. On va y revenir tout de suite avec notre collègue Amir Nebesh, mais avant, on va la revoir justement, cette grande dame du théâtre et du cinéma algérien en images. Allah yarhamha. Voilà, c'est vraiment difficile de parler de Chafia Boudra au passé. Amir Nebesh, bonjour. Bonjour Adia. Difficile de dire que la haine n'est plus. Oui, c'est très difficile, notamment que cette nouvelle vient juste après quelques jours, mais quelques petits jours. Hier, après, ici même, on parlait du la départ disparition d'Ahmed Ben Ben Issa qui l'a vraiment côtoyé, il l'a connu, il a partagé avec elle des plateaux d'enregistrement et des aventures cinématographiques. On était en train d'écouter bien sûr la musique de Lamine Bechichi, qui est une musique mémorable, je pense, pour tous les Algériens, et l'image et le visage de Chafia Boudra colle d'une manière incroyable à ce feuilleton qui l'incendie, le hariq de Mustafa Baguer, effectivement, où elle a brillé, elle a été révélée au public pour la première fois. Ouais, c'est une affirmation en fait, parce que ce feuilleton vient dans un timing assez impressionnant. L'Algérie vient d'arracher son indépendance. Une dizaine d'années après, c'est la machine qui commence un petit peu à fonctionner.
Et on commence avec une grande adaptation comme celle de l'incendie ou d'Ar Sbetar, connue par tout le monde. De Mohamed Dib, donc une œuvre littéraire algérienne. Une œuvre littéraire avec bien sûr des comédiens et des comédiennes dont la plupart étaient des amateurs. Ils sont venus d'une manière très comme Biouna qui a été découverte sur le plateau. Effectivement. Et pour le cas de Chafia Boudra, c'est la femme en fait qui représente la résilience. C'est une femme battante, c'est une femme courageuse parce que d'abord elle est née à Constantine, elle est constantinoise, elle va venir à Alger en 1964. Son époux est shahid, donc Cheikh Saleh, il va être tué en 1960, à 2 années avant l'indépendance. Donc c'est une femme qui va se débrouiller toute seule. On est dans une fratrie d'une grande famille, 11 personnes, et elle va venir à Alger où elle va exercer plusieurs métiers. Standardiste, aide-soignante, gouvernante, et jusqu'au jour où le 21 boulevard des Martyrs va lui ouvrir ses portes. Et c'est le destin qui l'appelle en fait, et c'est la providence, j'allais dire, qui va la mettre sur les rails de la véritable carrière qu'il attendait, celle de comédienne. Et de ce qu'elle aimait réellement, ce qu'elle portait en elle, peut-être sans le savoir. Et elle va débuter justement avec ce grand feuilleton El Hariq qui a très bien fonctionné. C'est un travail transgénérationnel d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le feuilleton est diffusé avec succès et même les jeunes d'aujourd'hui y adhèrent. Arrivent à s'y identifier, effectivement. Parfaitement. Et ce qui est à noter, c'est que les années 70 vont être vraiment prolifiques pour elle. Puisqu'il y aura Chibka de Bendedouche, il y aura l'évasion de Hassan Tero, il y aura le film emblématique aussi, celui qui défend la cause des femmes de Sidi Ali Mazif, Leïla et les autres. Les boucles qu'on diffuse à la télé, c'est la musique d'Ahmed Malik de ce film encore. Et puis il y a eu le mariage de Moussa, une femme pour mon fils, et puis jusqu'à hors-la-loi de Rachid Bouchareb. Moi j'ai toujours cru que c'était Ahmed Malik qui avait composé la musique d'El Hariq, mais bon, c'est plutôt l'inverse. Bon. Oui, c'est vrai, non, mais parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de productions, et c'était prolifique, et les musiques étaient complètement belles. Elles sont belles. Il y a une tonalité, je vous l'accorde, il y a une tonalité algérienne, et il y a une particularité algérienne. Donc je disais que c'est tout ce symbole. Puis un autre symbole par rapport à Atiqa Boudra, de son vrai nom, Chafia, c'est qu'elle représente aujourd'hui pour nous tous la maman. La maman, tout le monde maman algérienne, voilà, tout à fait. L'Aïni, donc c'est resté dans les esprits. On la voit en image pendant que vous parlez. Menebesh. Oui. C'est vrai que c'était une maman exceptionnelle, d'une force. Dans tous les films, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ses rôles, tout le monde, plutôt dans tous ses rôles, c'est la mère, Chibka c'est la mère. Et puis il y a eu un autre feuilleton qui est venu aussi juste après El Hariq, qui n'a pas été diffusé beaucoup, qui s'appelle Silène de Ahmed Rajdi. Oui, c'est un film qui raconte en fait les déboires des réfugiés algériens pendant la révolution algérienne qui était aux frontières, et après l'indépendance, bien sûr, ils vont revenir au pays, mais avec beaucoup de peine, beaucoup de séquelles que la guerre a laissé sur leur corps, sur leur chair, sur leurs âmes. Et puis on a un Habbati excellent, on a un Hassan Hassani excellent dans ce feuilleton. D'ailleurs, je conseille de le rediffuser, où elle est brillante, elle aussi, elle donne un cachet spécial à ce feuilleton. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des icônes. Une femme pour mon fils aussi, d'Al-Iranum, où elle a brillé, elle a marqué les esprits. Écoutez, elle répond aux critères d'une grande comédienne universelle. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de ce qu'elle est réellement, parce qu'il faudrait des heures et des heures, il faudrait des documentaristes qui doivent s'intéresser à sa carrière, effectivement, et puis probablement interviewer celles et ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont fréquenté. Je pense à Ourdèche, par exemple, que j'ai eu au téléphone hier soir, en lui disant qu'est-ce qu'elle évoque. Il me raconte un partage de plateau exceptionnel avec beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance. C'est une personne qui vous rassure quand vous êtes jeune. Donc il n'y a pas vraiment de barrière, il y a pas même si elle a la carrure d'une star, d'une vedette,
d'une icône. Donc elle essaie. Mais dans la vie au quotidien, c'était une personne assez accessible. Assez simple et humble, effectivement. Chafia Boudra, tout le monde en atteste. Elle a aussi marqué le théâtre, les planches du TNA ont vibré avec elle. Hein. Oui, elle commence avec la mégère apprivoisée, elle jouait très bien, hein, la méchante. Oui. Et puis le Hajj aussi, de alors, ce qui est réellement à noter, c'est que Ben Issa, un peu plus, bien sûr, Chafia Boudra, ce sont des personnes, je le disais d'ailleurs il y a quelques jours sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec Nour Louda Bouzga, où je disais que c'est une génération qui a fait une double performance. La première performance, c'est que d'abord ce sont des autodidactes. C'est des profils qui ont vécu dans une Algérie privée de savoir, privée de connaissances, privée de métiers, privée de... Pour Chafia Boudra, en revanche, Ahmed Ben Issa avait fait une formation dans une école prestigieuse en France. Il a étudié le théâtre, mais Chafia Boudra, c'est vrai qu'elle a appris sur le tas comme Biouna. Biouna également, c'était un monstre. On peut éclaircir les choses. Quand je dis c'est une génération, même s'ils font des formations à l'étranger, ça c'est normal, parce que même on a une génération de réalisateurs qui sont partis un peu partout dans le monde, en Yougoslavie, en URSS, ex-URSS, ils sont partis même en France. Mais ce qui est à noter, je le dis bien, sur le terrain, c'était vierge encore, oui. Bien sûr, c'est pour le cas de Ahmed Ben Issa, c'est Boudia, c'est comme Mustafa Kateb qui font une sorte de casting sauvage, et ils vont ramasser tous les amateurs, les amoureux sans aucune formation, ils vont les mettre tout de suite devant les caméras du 21 boulevard des Martyrs, faire des sketchs, faire des dramatiques. Donc c'est ça la vraie formation. Et d'ailleurs Ahmed Ben Issa le dit dans ce fameux documentaire qui va être certainement diffusé à la télévision algérienne, où il dit il n'y a pas de différence entre professionnels et amateur. Ce qu'il faut avoir réellement en substance, c'est cet amour, cette passion de l'art, de faire quelque chose. Et cette génération, justement, elle a vécu dans des conditions très très difficiles. Et ils ont su porter... complètement habité par le théâtre et le cinéma. En fait, quand on sort d'une situation comme celle qu'a vécu le peuple algérien pendant la colonisation, on n'en sort pas indemne. On en sort avec des séquelles, avec des problèmes psychologiques parfois, parce que c'est des familles qui ont vu leurs parents tués, ce sont des familles qui ont vu leurs proches assassinés ou emprisonnés ou tout ce que vous voulez torturer. Et dans la majorité des cas, c'est difficile après d'insérer une société. Mais pour ces profils justement qui font une performance, ce sont des gens au contraire qui ont su trouver en elles, ces personnes, la meilleure façon d'exister, la meilleure façon de s'exprimer, l'amour, la fraternité, l'art de l'émotion, l'art de la magie, l'art de l'image, et il en fait très très bien. Et avec justement l'art de l'image, on revient en arrière, en 1958, dans cette superbe photo qui la montre très jeune. Chafia Boudra est aux côtés de Fatma Zahra Boudjriou dans cette image qui incarne leur combat parmi justement tous les maquisards, c'était au front. Et c'est vrai que cette veuve de Shahid a continué à se battre éternellement pendant 4 décennies dans un autre domaine, celui de l'art en général. Oui, effectivement, et vous me faites rappeler justement le roman de Mohamed Saadji. Là, c'était Abnes Beha, donc c'est une image qui a été... oui, je n'ai pas les détails moi non plus, on vient de me le donner. De l'image, mais une chose est sûre, c'est que par exemple avec le roman de Mohamed Saadji, Le silence des cendres, où justement elle est avec Ahmed Ben Issa. Elle joue encore la maman qui cherche son fils pendant la colonisation, qui a été, je pense, capturé par l'armée coloniale française, et c'est un film qui a été réalisé par Youssef Sahraoui. Une belle image qui apparaît justement. Ouais, ça c'est hors la loi. Ouais. Donc avec Youssef Sahraoui qui était dans l'aventure El Hariq, donc on le voit dans ce film le silence des cendres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une génération qui a travaillé, excusez-moi le terme, qui a bossé, mais d'une manière acharnée,
à travailler sur la mémoire du pays. Ils ont choisi l'engagement, ils ont choisi le film difficile, le film peut-être qui demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de... C'est un métier éprouvant le cinéma et ce sont des personnes qui se sont dépassées. Chafia Boudra a 92 ans, elle nous quitte, mais si vous voyez son palmarès, c'est vrai qu'on est à la fois triste, je le disais pour Ben Issa, on est triste de les perdre parce que ce sont des icônes, ce sont des personnes magnifiques, agréables, accessibles et sensibles. Mais on est fiers et heureux pour eux, pour ces personnes, pour elles, pardon. Parce que Ahmed Ben Issa qui a fini par assister à un dernier festival de Cannes, elle a été aussi très présente lors d'un festival de Cannes avec Hors-la-Loi que vous citiez tout à l'heure. On a vu l'image. Oui. C'est naturel. Tout à fait. J'allais dire, c'est naturel parce qu'il n'y a pas que ce festival-là. C'est juste que j'ai envie de dire que Radias, est-ce que vous me comprenez? J'essaie juste de passer quelque chose comme dire que ce sont des personnes, finalement, qui ont un parcours riche, ils ont pu vivre leur vie, ils ont profité, ils ont été résilients et ils sont arrivés à cet objectif de briller et elles resteront là à jamais parce que... Les étoiles se sont éteintes, effectivement. Elles s'éteindront pas, les étoiles. Mais elles resteront immortelles dans les esprits de tous ceux qui les ont admirées, aimées. Donc, pour les étudiants de l'Institut des arts dramatiques, quand on veut, par exemple, voir une interprétation d'une grande dame comme celle de Chafia Boudra, on n'a qu'à ressortir toute la filmographie par dizaines de films et avoir une sorte de manuel académique, didactique et pédagogique pour apprendre le métier. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'était un petit peu l'hommage que nous rendions ce matin à cette figure emblématique du théâtre et du cinéma algérien. Chafia Boudra s'est éteinte hier à l'âge de 92 ans. Allah yarhamha wa sa'aliha. Merci beaucoup, Amir. Je vous remercie, c'est moi. Et puis bien sûr, Canal Algérie présente ses condoléances à la famille du cinéma, à sa famille, à elle les plus proches. Oui. Et on aura bien évidemment certainement des hommages et des films qu'on va diffuser à Absolument, on s'y attend avec vous, Amir Lebèche, et ce sera avec plaisir. Donc merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc tout de suite, nous allons recevoir Soumeya Zerouali pour parler d'Oran qui accueille les Jeux méditerranéens. Et voici justement le spot des Jeux tout de suite.
Après ce petit voyage en images au cœur d'Oran, nous allons en parler davantage avec Soumeya Zerouali qui nous prépare aussi à sa petite sauce, je dirais, aussi une manière de présenter la ville. Bonjour Soumeya. Bonjour Ladia, comment ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout le monde rêve d'aller à Oran en ce moment. C'est vrai, Oran. Moi y compris. Exactement, Oran est à l'honneur en ce moment. Oran El Bahia qui va accueillir, évidemment, ce n'est plus un secret, qui va accueillir donc l'événement de l'année, donc les Jeux méditerranéens 2022. Elle se prépare à recevoir donc nos invités. Plus de exactement 26 pays vont participer à cet événement en plus de nos sportifs. Tout à fait. Et Oran a réceptionné donc des infrastructures d'accueil, des hôtels, de nouveaux hôtels, plus de 20 nouveaux établissements hôteliers pour accueillir comme il se doit donc les invités de l'Algérie. Nous en avons montré quelques-uns tout à l'heure dans l'émission à travers un reportage. Donc, et puis nous continuons donc de parler d'Oran autrement à travers aussi l'émission de Tahwissa l'équipe s'est déplacée à Oran tout récemment, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc l'extrait que nous allons faire passer, c'est un extrait du premier numéro de Tahwissa à Oran que nous avons diffusé donc juste avant le mois de Ramadan. Et donc nous allons, l'occasion se présente pour revoir un peu quelques images d'Oran, histoire de vous donner envie de revisiter avec nous cette belle ville. Alors. Aujourd'hui, nous sommes à Oran, El Bahia, la radieuse, Wahran qui va accueillir les Jeux méditerranéens 2022. Vous avez donc consacré tout un numéro pour mettre en valeur la préparation et les préparatifs à ces Jeux méditerranéens. Les préparatifs à ces Jeux méditerranéens, nous avons pu voir donc en premier temps donc ces infrastructures sportives grandioses. Donc dans un premier temps, nous avons vu sa beauté à travers les premières images. C'est vrai, on a vu vraiment les places les plus lieux attractifs, les lieux les plus attractifs, voilà. Oui, c'est ça. Donc vous avez les arènes. Vous avez Santa Cruz, un site absolument à visiter quand on est de passage à Oran. Et puis il faut savoir que aussi on l'appelle bien El Bahia, c'est une ville, c'est la ville qui ne dort jamais. Donc de jour comme de nuit, vous pouvez prévoir un plan sortie intéressant en famille ou entre amis. Vous avez l'ancienne ville, les anciens quartiers d'Oran, riches en histoire et en culture aussi. Vous avez également les nouveaux quartiers, dont la Rue de Lotfi, où il y a donc plein de restaurants, de terrasses, de boutiques. Vous avez donc des parcs. L'extension est tout aussi belle, je trouve. Les ruelles sont larges, on n'étouffe pas à Oran, effectivement. Et puis il y a cette belle corniche où vous étiez en train de présenter votre émission, où on peut déguster de très bonnes glaces. Les glaces oranaises sont super. Alors il faut savoir qu'à Oran,
même en hiver, on consomme des glaces. Tout à fait, c'est la tradition. C'est la tradition. Et j'adore exactement. ça, franchement. Exactement, moi aussi. Et voilà, donc Oran va accueillir, donc on le rappelle, les Jeux méditerranéens du 25 juin au 5 juillet. Je voulais prolonger un peu. Oui, mais j'aurais aimé que ça aille plus loin encore. Exactement. Ça va être une belle fête. Absolument. Donc, c'est l'événement de l'année, c'est l'événement grandiose. Je l'ai dit, donc, une vingtaine de nouveaux établissements hôteliers ont été réceptionnés récemment pour, évidemment, accueillir donc, les invités de l'Algérie. Ce sont 26 pays quand même qui vont participer à l'événement, qui vont pouvoir donc découvrir la beauté de la région, de toute la région de l'Oranie. Hein. Mais déjà, avant l'événement, Oran, contrairement à beaucoup d'autres villes, disposait d'énormément d'infrastructures hôtelières. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a eu des investissements privés de qualité, il y a eu des investissements de l'État, il y a vraiment un dispositif touristique excellent qui fait de cette ville, voilà, une destination pleine de charme. Exactement. Alors, on va juste citer, donc l'année dernière, vous avez raison de parler de ça, Ladia. L'année dernière, nous étions à quelque chose comme 1103 lits comme capacité d'accueil pour ce qui est des infrastructures hôtelières, donc 188 hôtels totalisant donc 18 757 lits. Et puis cette année, donc il y a eu d'autres infrastructures qui ont vu le jour, donc qui sont de nouvelles infrastructures, et on a l'ambition donc d'accueillir donc énormément de monde à Oran. Et puis Oran a toujours accueilli comme il se doit ses invités. On est toujours marqué par la beauté, à la fois de la ville et puis de ses habitants aussi. La sympathie de ses habitants également. Oui, sympathiques, qui ont toujours le mot pour rire, les Oranais. Ils ont l'impression que la vie est simple quand on est à Oran, effectivement. Exactement. Et puis on a la possibilité aussi de déguster des plats et savoureux. Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, beaucoup de spécialités. Beaucoup de spécialités locales, effectivement. Oui, des spécialités locales, alors des plats traditionnels qui sont proposés dans différents restaurants, donc à thème aussi. Il y a des restos vraiment qui sont consacrés à l'art culinaire traditionnel, donc les plats traditionnels de la région, Oran, Tlemcen et tout. Escargot. La paella. Moi, j'ai envie de dire la paella. La paella, oui. Elle est bonne à Oran. Elle est bonne. C'est vrai. Bon, en tout cas, on ne pourra jamais décrire tous les atours en une fois. On attendra peut-être une suite avec vous, Soumeya. Oui, justement, on va continuer d'en parler. Oui, on va continuer d'en parler. Voilà, ça c'était juste l'avant-goût, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Soumeya. Merci à toi, Nadia. Merci beaucoup. Je vous laisse terminer. Un petit dernier mot. Voilà, on va... Peut-être la prochaine fois, on va parler aussi de la saison estivale, juste pour annoncer, un dernier mot pour annoncer donc les prochaines rubriques. On va parler de Zeralda prochainement. Zeralda qui se prépare également à accueillir beaucoup de touristes cette année et donc qui un peu essaye de faire la relance du tourisme balnéaire après donc cette dure période de crise de Covid. Et là, on reprend donc, et tout de suite après, on va continuer à parler d'Oran avec donc les arènes d'Oran, avec donc la culture à Oran et l'art culinaire également. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas tardé. Hein. Du tout. Ce fut un plaisir. Un plaisir partagé. Ce fut aussi un plaisir de partager ce moment avec vous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été là depuis le début de l'émission. On arrive justement à 9h30, l'heure qui marque justement la fin de notre magazine matinal Bonjour d'Algérie. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. À très vite, à demain même. Allez, au revoir.